Effectivement, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Assane Dioma Ndiaye. Maître, vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, c'est bien ça. Alors le prétexte de cet entretien, c'est le placement sous mandat de dépôt de Guy Marius Sagna et compagnie, on va dire. Un seul parmi eux a bénéficié d'une liberté provisoire, mais également on va aborder l'état des libertés individuelles dans notre pays. Bon, le dossier Guy Marius, comme on va communément l'appeler, leur placement était inévitable? Non, non. D'ailleurs, c'est ce qui justifie ce tollé un peu général. Je pense qu'on ne peut pas être dans un régime dit démocratique et que l'exercice des libertés démocratiques consacrées par la Constitution puisse aboutir à ce genre de pratiques, de privation de liberté pour d'honnêtes citoyens. On aurait eu une manifestation violente, personne n'aurait rien dit. Mais quand même une manifestation dont l'objet est connu de tous. Il s'agit de dire non à une mesure qui a été annoncée par le gouvernement, une mesure qui touche pratiquement l'ensemble des Sénégalais, et une manifestation pacifique. Et mais ça, quand même non autorisée par l'autorité. Oui, là aussi il y a problème. Parce que j'ai là des décisions, je suis venu avec une décision de la Cour suprême qui, en pareille occasion, une manifestation qui était envisagée devant le ministère de l'Intérieur, a déclaré nul, a annulé l'arrêté préfectoral qui a annulé cet arrêté au motif que l'arrêté violait l'article 10 de la Constitution qui permet justement à tout Sénégalais de pouvoir exercer un droit fondamental. La seule limite, évidemment, c'est la déclaration préalable et l'impossibilité pour l'autorité administrative de garantir la sécurité publique en autorisant concomitamment la manifestation. Mais là, l'interdiction doit être motivée, ce que dit toujours la Cour suprême. Donc pour dire que la Cour suprême elle-même demande désormais à l'administration de ne pas interdire systématiquement ce qui se passe aujourd'hui même au plateau, parce que cette interdiction, cet arrêté concernait une manifestation devant le ministère de l'Intérieur. Oui, sauf que peut-être ce qui a motivé cette interdiction, c'était l'arrêté Maître Ousmane Ngom, qui est toujours en vigueur. Non, justement, cet arrêté n'est plus en vigueur. Pourquoi? Oui, parce que là, nous avons un arrêté, c'est vrai que l'arrêté date de 2011, on ne pouvait plus l'attaquer frontalement, parce que le délai pour excès de pouvoir est de 2 mois. Mais on a eu un arrêté du 31 août 2018 qui disait ceci et interdit le sitting projeté par tel devant le ministère de l'Intérieur. Motif, violation de l'arrêté Ousmane Ngom. J'ai l'arrêté, donc qui a été sous-tendu par l'arrêté Ousmane Ngom. Et la Cour suprême saisie d'un recours contre cet arrêté dit ceci. L'administration déclare, annule l'arrêté du 31 août du préfet de Dakar portant interdiction du sitting envisagé sous la bannière prévu le 4 septembre devant le ministère de l'Intérieur. Donc vous avez un arrêté Ousmane Ngom qui sous-tend l'interdiction d'une manifestation, et la Cour suprême annule cet arrêté au motif que cet arrêté viole l'article 10 de la Constitution. Donc c'est ce qu'on appelle une annulation de conséquences. Quand vous annulez une décision qui fonde la décision annulée, la décision mère elle-même devient caduque. C'est ce qu'on appelle, et cela résulte de l'article 56, 6e de la Cour suprême, qui dit que l'arrêté arrêté, ainsi que toute décision qui fonde cet arrêté ou en est l'application et une honnêteté, donc est annulée de plein droit sans qu'il soit besoin d'entreprendre une autre procédure. Donc aujourd'hui, je pense que le ministre de l'Intérieur à l'époque même avait reconnu que désormais le gouvernement ou le préfet ne pouvait plus fonder une annulation sur la base de l'arrêté Ousmane Ngom. Il demeure maintenant que si l'administration a des motifs légitimes d'interdire, nous n'avons pas de problème, parce qu'il est possible qu'il y ait un concours de circonstances, qu'il y ait des visites d'un président étranger, qu'il n'y ait pas suffisamment de forces publiques. Mais là, l'administration motive. Mais ces annulations du préfet systématiquement sont illégales
Et sur la base d'illégalité, on ne peut pas parler. Mais justement, est-ce que justement ce ne sont pas ces arrêtés préfectoraux qui sont illégaux? Mais bien sûr, mais j'ai 3 arrêts moi-même, j'ai 3 arrêts de la Cour suprême qui annulent des arrêtés du préfet de Dakar. Donc pour dire qu'aujourd'hui, c'est l'administration qui ne se soumet pas à l'autorité de la justice. Et donc c'est grave dans une démocratie quand on reproche à des citoyens de ne pas se soumettre à la loi et que l'administration, l'État au plus haut niveau, lui-même ne se soumet pas ni à la loi ni à l'autorité. Mais quelle est la solution, maître? On parle toujours de l'indépendance de la justice, c'est un éternel débat. Oui. Quelle solution vous préconisez? Je pense que c'est un problème d'état d'esprit démocratique. Donc ce n'est pas le problème de couper le cordon ombilical entre la chancellerie et la tutelle? Non, non, je pense qu'en réalité, nous ne sommes pas prêts pour un régime démocratique. Parce que quand vous prenez une mesure de cette nature, j'augmente le prix du riz. Mais là, le gouvernement annonce et s'attend à un feedback de la part des populations pour savoir si cette mesure peut passer. Dans combien de pays on a annoncé des mesures de cette nature, et quand il y a des manifestations hostiles, le gouvernement s'est réajusté pour dire que, ah, attention, je voulais faire ça, mais j'entrevois à travers les signaux que me lance mon peuple que cette mesure est impopulaire et je me rétracte. Donc aujourd'hui, le gouvernement devait être dans une dynamique d'acceptation de cette expression plurielle. Ou bien elle estime que l'opposition à cette annonce, elle est minime, le gouvernement passe outre, et s'il n'y a pas lieu d'arrêter les gens, de les mettre sous mandat de dépôt, parce qu'ils sont là, nous sommes contre la hausse annoncée. On va jusqu'au palais, mais on les disperse, ils rentrent, mais si le gouvernement estime que la mesure passe, tant mieux, mais si par contre, dans une démocratie, un gouvernement se rend compte que la mesure qu'il entend prendre n'est pas acceptée par son peuple, il doit se réajuster. Et c'est ça l'objectif, la vertu de la pluralité, de la liberté d'expression en matière démocratique. Ça permet aux gouvernants d'avoir un feedback de leur peuple. Mais quand un régime démocratique dit « je fais ce que je veux ». Mais aujourd'hui, est-ce que la société civile aussi n'a pas failli quelque part à sa mission, qui est celle de la préservation des acquis et avancées démocratiques? Oui, on ne vous entend pas trop dans ça. Moi, je pense plutôt à une lassitude. On est dans une sorte de mythe sisyphien. Depuis 2000, vous nous entendez poser les mêmes débats et on a toujours les mêmes pratiques stéréotypées. Nous avons toujours des pouvoirs, des gouvernants qui sont hostiles à la circulation de l'information, à l'expression plurielle. Mais finalement, on ne peut pas mener des combats éternels. Je pense qu'on a tout fait. En 2012, tout le monde a vu. Ce qui veut dire que vous êtes prêt à baisser les armes. Binta, vous avez baissé les pour armes. vous conforter, oui. Est-ce qu'il n'y a, je dirais même, est-ce qu'il n'y a pas un malaise? Je vais citer Alioune Tine, permettez-moi donc de le citer, ancien directeur d'Amnesty International Afrique de l'Ouest, qui est actuellement directeur d'Africajom Center. Il dit que le combat désormais incombe aux coordonnateurs des ONG et autres mouvements. Et il dit aussi ne pas vouloir vous brûler la politesse, et il vous nomme nommément donc vous, Birahim Seck, Sadikh Niasse, les Cheikh Tidiane Dièye, Aliou Mané, Moundiaye Cissé. Bon, je vais pas tous les citer, comme lui l'a fait. Il a été interpellé par un internaute. Oui, c'est un internaute sur un site, et puis les médias ont repris. Il n'y a pas un malaise? Oui, c'est vrai que le peuple ne suit pas, disons. Il y a eu toujours des personnes avant-gardistes qui se sont sacrifiées, qui ont voulu tirer le peuple, essayer donc d'amener ce peuple, des fois, les canaliser, mais c'est un peu difficile au Sénégal. Et moi, je pense que c'est vrai qu'il y a une rupture entre la société civile d'avant 2012 et la société civile après 2012. C'est vrai que nous avons ces jeunes, Guy Marius Sagna, Cheikh Tidiane Dièye, Y en a marre, mais nous étions une société civile qui était très forte, des personnalités. Il y avait moi-même, il y avait Feu Mohamedou Mbodj, il y avait Alioune Tine, il y avait l'autre Mohamedou Mbodj qui est toujours là. Il y avait donc Y en a marre qui était à nos côtés, et il y avait une presse également qui nous soutenait, il faut le dire. Et là aussi, on ne sent plus. On ne vous soutient plus là? Non, je dis qu'on ne sent plus ce combat citoyen, parce que la presse, au-delà d'être un vecteur de l'information, de 2000 à 2012, a été aussi dans un combat démocratique. La presse a toujours dénoncé de façon vigoureuse et accompagnée. Mais cette presse est toujours dans cette mission, maître. Oui, et nous n'arrêtons pas. Nous n'arrêtons pas je ne généralise pas, mais tout le monde sait que, d'ailleurs,
un ancien président a dit, si je suis battu, c'est à cause de la presse. Il n'a pas dit à cause de la société civile ni de l'opposition. Et pour vous dire combien la presse a joué un rôle extrêmement vigoureux. C'est vrai qu'elle est toujours dans cette dynamique, notamment la presse que je fréquente aujourd'hui, vous-même, RFM, le groupe, tout. Et il y a d'autres organes, mais avouez qu'on a réussi quand même à un peu. Vous êtes en train de jeter l'opprobre sur la presse face à une société civile défaitiste? Non, moi je pense que c'est un tout. Je pense que c'est un tout. Nous n'aurions jamais accompli ce que nous avons accompli si la presse n'avait pas relayé autant notre combat. Et les changements qui ont eu lieu de 2000 à 2012, on les doit singulièrement à la presse. Ça, il faut le reconnaître. Parce que, d'ailleurs, les Sénégalais sont toujours accros aux journaux, au micro. Un Sénégalais ne peut pas se lever sans écouter RFM, d'autres radios, lire des journaux. Tellement nous croyons, tellement nous sommes attentifs à ce que dit la presse. Mais de plus en plus, on note, évidemment, ce n'est pas une critique, ça peut être une bonne chose, un professionnalisme, mais on note un désengagement par rapport au rôle que la presse jouait. Et cela, évidemment, était pour nous très confortable parce que nous-mêmes, on nous appelait souvent, on relayait. Mais ce qu'on peut faire, nous, c'est vous tendre nos micros, oui. Vous ouvrir nos espaces et on est en train de le faire. Non. Maintenant, si vous ne nous entendez pas sur rien du tout, ce n'est pas de notre faute. Non, ce n'est pas de votre faute, mais j'explique un peu ce qu'on peut appeler un affaiblissement des contre-pouvoirs. Et ça, le reproche, je l'accepte pour la société civile. Je dis qu'il n'y a pas eu une transition forte entre la société civile que nous constituions alors et celle d'aujourd'hui, qui certes est consciente d'activistes, mais peut-être qui n'ont pas encore cette expérience, ou en tout cas cette envergure que nous avions, au point, je rappelle qu'on avait organisé même un jury populaire pour carrément quelqu'un comme Latif Coulibaly, qui était à l'époque en prise avec, dans l'affaire Sudatel, mais nous avions organisé un jury populaire pour carrément dire que cette personne n'est pas coupable. Et ça avait eu un succès total. Vous savez, il y avait des initiatives et nous avions un groupe d'action de la société civile. Chaque fois qu'un problème de cette nature se posait, on se réunissait et on faisait des actions concrètes, ce qui d'ailleurs a été à l'origine du 23 juin. Rappelez-vous que c'est moi, Alintine, à la RADDHO, qui avons lancé ce mouvement pour dire que, je reconnais, mais je dis de façon globale, il faut reconnaître qu'il y a eu, en tout cas, de par les acteurs fondamentaux, y compris la presse, une certaine en tout cas, l'État a compris qu'il fallait casser en tout cas cette dynamique de contre-pouvoir et je crois que l'État a plus joué. Quelle est maintenant la solution, Maître, quelle est maintenant la solution face à ces restrictions et face à ces violations flagrantes de la Constitution? Oui, moi je pense que la jeunesse doit assumer ses responsabilités. Comme disait l'autre, chaque génération se découvre une mission, soit elle l'assume, soit elle la trahit. Et aujourd'hui, il est exclu qu'on pense que c'est moi, c'est Alintine, qui sommes beaucoup plus près du crépuscule que de l'avenir, qui vont se mobiliser. Je loue l'action de Guy Marius Sagna, moi je l'ai dit, c'est lui qui catalyse l'opposition la plus radicale. Oui. Et qu'on comprend pourquoi il est ciblé. Imaginez les charges qui sont retenus contre lui pour une manifestation pacifique et dont l'objet est noble. Oui. Lutter pour atténuer la vulnérabilité des populations sénégalaises. Quand dans un État démocratique, on met quelqu'un en prison avec des infractions aussi graves, on parle d'actions diverses pour le mettre sous mandat de dépôt, sans même préciser ces actions, ce qui est contraire aux principes généraux du droit. Donc vous voyez, il y a des activistes, mais je pense que la majorité de la jeunesse aujourd'hui est plus abonnée aux nouvelles, en tout cas elles ne sont plus nouvelles, aux techniques de la communication, de l'information, plus qu'au combat réel qui d'ailleurs détermine leur avenir. Je pense que ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour essayer de faire en sorte, parce que la démocratie n'est rien sans contre-pouvoir. Aujourd'hui, il est illusoire de penser que la séparation des pouvoirs, un parlement ici, un pouvoir judiciaire, parce qu'on constate une confusion entre le pouvoir politique, le pouvoir parlementaire, le pouvoir judiciaire. Ça, c'est une réalité de par même le système, non pas que les hommes ne sont pas à la hauteur, mais on est dans un système qui fait qu'il est difficile pour le Parlement de jouer son rôle. Le pouvoir judiciaire, de par les mécanismes que le pouvoir utilise, arrive
à briser cet élan, même si vous voulez être indépendant, évidemment, nous connaissons la suite. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'imposer un rapport de force, faire en sorte qu'il y ait des contre-pouvoirs. Comment imposer un rapport de force alors qu'il n'y a pratiquement plus une opposition, pas de société civile, pas d'opposition? Comment imposer ce rapport de force? La société civile a quand même été l'un des contre-pouvoirs qui a été le plus... Vous êtes en train de conjuguer au passé. Non, je dis qu'il a été et continue parce qu'aujourd'hui déjà, vous avez une manifestation qui est prévue le 13 et nous jouons un rôle extrêmement important au niveau international. Ne pensez-vous pas que tout ce qui vient de l'extérieur, ces condamnations du Sénégal, ces réprobations sont gratuites et résultent des documentations de la société civile. Nous documentons, nous sommes interrogés par les médias internationaux, les ambassades nous reçoivent et nous faisons un travail de documentation pour montrer effectivement, même si tout n'est pas noir, aujourd'hui le Sénégal est aux antipodes d'un régime démocratique. Je suis au regret de le dire, mais quand vous avez ces citoyens, le docteur Babacar Diop, Guy Marius Sagna, qui luttent pour leur peuple, et je pense que si on les récompense en les mettant en prison, c'est qu'on n'a rien compris de la démocratie. Mais aujourd'hui, au vu des charges qui pèsent sur Guy Marius Sagna, est-ce que cela veut dire qu'il sera condamné? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau qu'il faut comprendre la stratégie procédurale du parquet. Aujourd'hui, ces citoyens, vous les amenez devant les jeunes juges qui sont beaucoup plus portés vers l'indépendance, ils vont les relaxer. Mais comment les maintenir autant que possible en prison? Il faut les envoyer devant les juges d'instruction pour les garer complètement. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est conscient que ces jeunes juges, si vous leur amenez des citoyens comme ça, il va falloir prouver leur culpabilité avant qu'ils ne soient condamnés. Mais devant le juge d'instruction, si vous visez des articles comme actions diverses qui peuvent recouvrir le délit d'offense au chef de l'État, et l'article 80, le juge a les met liés, il les met sous mandat de dépôt pour un délai indéterminé. Vous comprenez comment la stratégie de poursuite peut déterminer l'atteinte aux libertés individuelles. Et ça, c'est vrai que nous avons toujours réclamé un juge de la détention. Tant qu'on n'aura pas ce juge de la détention, je ne mets pas en cause l'indépendance des procureurs, leur intégrité, mais ils sont dans un régime système où ils sont obligés d'obéir quand ils reçoivent des instructions écrites. Donc vous voyez, donc le pouvoir politique a le loisir d'éliminer temporairement, puisque cela relève des prérogatives du procureur, une personne gênante ou quelqu'un dont on estime qu'elle constitue une menace pour la pérennité du pouvoir, même si cela relève plus de la paranoïa que de la réalité. Je ne vois pas comment manifester avec des mains vides, même en atteignant les grilles du palais, on puisse saper les fondements de la République. Ça se fait aux États-Unis. Alors, maître, pour rester dans l'actualité, il y a eu l'affaire Bougazeli. La question peut être jugée personnelle, mais c'est pour comprendre par rapport à votre engagement droit de l'homiste. Il vous a convoqué comme avocat. Vous avez refusé de le défendre. Alors qu'on dit qu'un prévenu, quel que soit ce qu'il a fait, a droit à un avocat. Donc est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'avez pas voulu le défendre? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le règlement 5 de l'IMOA qui dit que la personne interpellée a le droit, l'officier est tenu d'informer la personne de son droit d'être assisté par un avocat. Dès que M. Bougazeli a été interpellé, moi j'ai reçu un appel du commandant de la section recherche qui me dit que j'ai quelqu'un, sans dire son nom, qui dit que c'est vous qui êtes son avocat. Immédiatement, j'ai dit à l'officier, évidemment, s'il dit ça, vous n'avez pas le droit de l'entendre, laissez-moi, donnez-moi le temps de venir. C'était le jeudi vers 15h, je lui ai dit, je serai dans vos locaux à 9h, le commandant Beng, il peut confirmer. Le vendredi matin, j'étais dans son bureau. Ça, c'est la première phase où la personne, de façon spontanée, de par nos relations personnelles, peut-être a pu donner mon nom. Et là, je n'avais pas le droit de ne pas, évidemment, répondre. C'est comme le boutiquier à qui vous demandez de vous vendre, il n'a pas dit « je ne peux pas vous vendre ». Alors qu'il a la marchandise. Voilà. Maintenant, par la suite, évidemment, je reconnais qu'il y a eu des pressions énormes. Sur qui? Je reconnais sur moi-même. Beaucoup de personnes m'ont appelé des proches. Mais cela, ce n'est pas ce qui a été la cause de ma dissuasion. J'ai toujours voulu être dans une position de neutralité par rapport à certaines causes
qui peuvent évidemment impliquer ultérieurement des questions de droits de l'homme. Évidemment, moi, si j'étais impliqué tout au long de la procédure et que demain je constate que les droits de M. Bougazeli étaient violés, comment pourrais-je m'élever, comme je l'ai fait dans l'affaire Karim Wade, où on a tenté de me confier, dans l'affaire Khalifa Sall, on a tenté de me confier, mais je préfère défendre les anonymes, défendre les faibles et laisser ceux qui ont les moyens de constituer des avocats financièrement, de chercher d'autres avocats, étant entendu que je m'assure que leurs droits ne sont pas en péril, puisque quand on dit que je vais confier 31 avocats, Assane Dioma Ndiaye, qu'est-ce qu'il ferait de plus, même si la notoriété est là? C'est pourquoi je suis allé voir M. Bougazeli pour le réconforter et dire que puisqu'il en est ainsi, vous avez maintenant un pool d'avocats, permettez-moi de me retirer, étant entendu que je défends tous les Sénégalais et je suis soucieux également au respect de la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce que je présume que vous êtes innocent, même si, comme je l'ai dit, je ne m'appartiens plus. Les gens pensent que Assane Dioma Ndiaye est un saint, alors que non, je suis un citoyen, un avocat qui doit gagner son pain. J'aurais pu accepter certaines causes, mais évidemment, je suis dans un tissu social, je me mets dans un monde social qui évidemment me pose parfois des problèmes et je tends de plus en plus vers la retraite pour pouvoir recouvrer peut-être une vie beaucoup plus normale. Est-ce que depuis hier, vous avez vu Guy Marius Sagna et professeur Babacar Diop et les autres? Parce qu'on vient d'avoir l'information qu'il a été interné à l'hôpital de la prison, à l'infirmerie de la prison. Est-ce que vous êtes allé les voir pour voir si leur droit a été respecté au niveau de la prison? Je pense que nous avons un excellent confrère, Maître Moussa Sarr, plus d'autres jeunes avocats qui s'occupent bien de cette cadre. Là, nous sommes en train de nous organiser. Au-delà de ce péril qui pèse sur la santé de ces personnes, nous pensons qu'aujourd'hui, le gouvernement doit faire attention avec cette affaire. Absolument. Parce que si une procédure est légitime, nous n'avons pas de problème. Mais quand la procédure n'est pas légitime et qu'il puisse s'en suivre des conséquences aussi dramatiques que celles que nous craignons avec cette persistance de la grève de la faim, je pense que le gouvernement doit revoir, en tout cas la justice, de par M. le procureur de la République à qui nous nous adressons et le juge d'instruction. Je pense que nous ne sommes pas face à des personnes à qui on peut reprocher des faits qui puissent justifier leur sort. Maintenant, ils ont choisi cette grève de la faim et nous disons que le Sénégal est tenu d'assurer aussi bien le droit à la santé et la sécurité de ces personnes. Et évidemment, s'ils persistent dans cette grève de la faim, nous serons obligés de monter au créneau. Même indépendamment de cela, nous ne cesserons de demander la liberté immédiate parce que nous pensons que dans une démocratie, le fait de manifester ne peut pas conduire quelqu'un en prison. Si il ne s'agit pas d'une manifestation séditieuse, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de violence, c'est simplement une manifestation dont l'objet rentre dans le cadre des préoccupations sociales et ensuite ils étaient mains nues. Nous pensons que cette détention ne se justifie pas, mais surtout va encore ternir l'image du Sénégal sur le plan international. Et ce Sénégal n'appartient pas à ces politiques, ça appartient à tout le monde. Nous voyageons et nous sommes toujours peinés quand on vous dit mais ce qu'on entend chez vous, les gens qu'on met en prison, pourquoi on ne peut pas manifester chez vous? Mais ça, c'est inacceptable. Et c'est pourquoi nous pensons que dans les jours à venir, quelle que soit la supposée faiblesse de cette société civile, vous verrez des actions vigoureuses qui seront... Merci beaucoup, Maître Assane Dioma Ndiaye. Merci, Binta Diallo. Vous aurez le plaisir de présenter Soir d'info demain vendredi, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous.